Sur Gaza, les médias ont-ils été à la hauteur du drame humain, du nombre de morts, des milliers de femmes allaitantes, d'enfants, de bébés mourant de faim, des journalistes palestiniens morts déjà, à la hauteur du réel que nous avons aussi sous les yeux et que nous décidons ou non de raconter, de décrire, de partager, à la hauteur enfin de l'histoire, parce que l'on sait, parce que l'on sent aussi que dans ce qui se passe à Gaza, présentement, il n'y aura pas de retour, alors que le Hamas aujourd'hui a accepté la proposition américaine sur un cessez-le-feu à Gaza. Selon un responsable palestinien, une critique des médias donc ce soir, autant que notre autocritique, je le précise, grâce à deux invités. Nassira El Moadem, bonsoir. Bonsoir Quentin Lafont. Vous êtes journaliste et présentatrice de l'émission Arrêt sur Image, ancienne directrice du Bondi Blog. Vous avez publié en mai dernier, ce mois-ci donc, Et si on rentrait au bled en train, un très bel ouvrage qui apparaît aux éditions Gallimard Loisirs. Face à vous, Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chroniqueur géopolitique au 7-10 de France Inter, au Nouvel Obs et président de Reporters sans frontières. Vous avez publié Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit. C'était en janvier 2024 aux éditions Stock. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Brûlée, soufflée, cette école de Gaza est en train d'être déblayée ce matin, après les frappes israéliennes de la nuit. C'est à l'aube que cette école de Gaza a été touchée de plein fouet par des frappes israéliennes. Depuis, le bilan, qui se compte en dizaines de morts et de blessés, ne cesse de s'alourdir. Dans la bande de Gaza, 33 morts, tous des déplacés, principalement des enfants abrités dans une école. Et les images qui nous parviennent laissent effectivement entrevoir l'ampleur de l'attaque. Des images effroyables de corps calcinés. Et l'école a été touchée par des missiles en plein milieu de la nuit quand tout le monde dormait. L'armée israélienne a dit avoir visé, je cite, des terroristes de premier plan. Et cette nuit, dans l'école Fahmi al-Jarjaoui abritant des personnes déplacées, au moins 33 Palestiniens, dont la plupart étaient des enfants, ont été tués dans des frappes israéliennes. C'était hier dans la nuit. Nassira El Moadem, vous avez analysé avec Arrêt sur Image la façon dont les journaux télévisés, les grands JT de France abordaient cette question de Gaza d'un point de vue presque quantitatif. Qu'est-ce que vous avez justement analysé puis découvert ? Alors c'est Loris Guémard, journaliste d'Arrêt sur Image, qui a réalisé ce recensement. Il l'avait déjà fait très vite après le début de l'offensive israélienne à Gaza. Il l'a refait, c'était donc début avril, après donc la reprise des bombardements israéliens sur le territoire. Et ce qu'on a remarqué, ce qu'il a observé, c'est qu'il y avait un relatif, on va dire, désintérêt de la part des grandes chaînes nationales. Alors tout ça se comptabilise. Du 1er au 9 avril précisément, aucun sujet n'a été dédié à Gaza sur les journaux télévisés de TF1 et de France 2, à la fois les 20h et les 13h, ce qui interroge beaucoup. Vous parlez de l'année 2025, hein ? Absolument, et le 10 avril, c'était du 1er au 9 avril et le papier date du 10 avril 2025. Donc ça, c'est la première observation qu'il a faite. On est vraiment juste après la reprise des bombardements. C'est important de le signaler. Et il y a une deuxième observation que Loris Guémard fait et qui est absolument intéressante, c'est le comparatif avec la couverture de la guerre en Ukraine. Il écrit, Loris Guémard, en mars, donc toujours, Gaza a été 10 fois moins cité que l'Ukraine sur les chaînes d'infos. Gaza mentionné presque 4000 fois au total, à la fois sur l'antenne de BFM TV, sur LCI, CNews et France Info, alors que l'Ukraine n'était plus de 43 000 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres ? Ça veut dire qu'il n'y a pas un désintérêt massif de l'actualité internationale. La preuve en est, les chaînes, plusieurs années après le début de la guerre russe en Ukraine, continuent à couvrir la guerre là-bas, ce qui est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'on parle toujours du mort au kilomètre. Vous savez, le mort au kilomètre, c'est une couverture médiatique qu'on fait en fonction de la proximité géographique du territoire dans lequel les événements se passent. Là, en l'occurrence, l'Ukraine, c'est pas non plus juste à côté de chez nous, c'est en Europe certes, mais voilà, on remarque qu'on continue des années après à couvrir la guerre, alors même qu'on nous parlait de lassitude informative sur le sujet. Quand on compare effectivement à Gaza, on se rend compte qu'il y a effectivement
effectivement un désintérêt ou en tout cas un manque de suivi de ce sujet, alors même, encore une fois, que l'actualité le nécessitait, puisque c'était l'échec des négociations et que, reprise des bombardements, on aurait attendu peut-être effectivement un regain d'intérêt, notamment de la part des chaînes d'information qui ont 24 heures presque pour couvrir ces sujets, et ce qui n'a pas été le cas. Comment est-ce que vous analysez les choses, Pierre Asquier? Est-ce que c'est un désintérêt, selon vous, de la région, du conflit en tant que tel, ou un désintérêt porté à l'encontre des Palestiniens, du peuple palestinien? Non, je crois que la comparaison avec l'Ukraine, elle est très intéressante parce qu'effectivement, on a deux conflits majeurs à nos portes qui nous concernent tous les deux de manière indirecte, mais quand même majeure. Et on voit un décalage complet entre les deux. Parce que je pense que, franchement, je vais vous parler très honnêtement, je pense qu'il y a un malaise dans la couverture de Gaza qu'il n'y a pas avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'Ukraine, on a un méchant qui est presque caricatural, qui est Poutine, qu'on identifie clairement dans nos médias comme l'agresseur. Ce sont ces chars qui ont traversé la frontière et qui sont allés attaquer l'Ukraine. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, on a une absence de mémoire de la longueur de ce conflit. On peut y revenir, mais je pense que c'est un élément très important de ce qui s'est passé. On a le 7 octobre qui change tout, c'est que la phase actuelle qui a commencé le 7 octobre, c'est pour ça que je parle de profondeur historique, il y a une phase actuelle qui a commencé le 7 octobre, c'est le Hamas qui a attaqué Israël et que ça a marqué, je pense, la couverture et durablement. Et donc, c'est ce décalage qu'il y a entre l'Ukraine, où vous avez une narration qui est linéaire, entre l'invasion russe jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Et de l'autre côté, vous avez le 7 octobre et vous avez la difficulté de prendre la mesure du fait que le droit d'Israël à se défendre, comme ça a été beaucoup dit après le 7 octobre, s'est transformé en un châtiment collectif pour tout un peuple. Et c'est ce passage-là qui a été très difficile et qui le reste encore aujourd'hui. Je pense qu'on a cette difficulté à dire les choses de manière directe sur le conflit israélo-palestinien. Pour cette raison, ajoutons-y le poids de la situation des otages. Il y a encore des otages entre les mains du Hamas et que ça pèse également sur la perception globale de ce conflit. Donc on a deux situations qui sont très différentes. C'est votre lecture également, Nassir El Moadem. Au fond, en Ukraine, les rôles sont plus clairs. La partition entre les rôles vous paraît plus claire et donc plus lisible, plus facile à raconter pour les journalistes? Je crois que derrière tout ça, il y a quand même la crainte aussi, malgré tout, de se voir accusé d'antisémitisme. Ça c'est très clair. Moi j'ai des confrères, des consoeurs qui me le disent. La difficulté. Quand ils parlent de Gaza, vous voulez dire? Oui, c'est ça, la difficulté. Et inversement, quand on parle de l'antisémitisme, nous voir reprocher de ne pas parler de Gaza. Moi je l'ai vécu précisément. J'ai fait une émission d'Arrêt sur Image consacrée au déni de l'antisémitisme à gauche. Un des reproches, qui n'était pas le seul, c'était de ne pas aborder la question de Gaza, comme si elle pouvait être corrélée directement. Ce que je ne crois pas, et ce que j'ai tenté en tout cas de défendre sur ce plateau. Et à l'inverse aussi, dès qu'il s'agit d'évoquer la situation à Gaza, il y a effectivement, et ça vraiment encore une fois, ça m'a été dit, et je le comprends, la crainte de se voir taxé d'antisémitisme parce qu'il y aurait une critique à l'égard du gouvernement israélien et à l'égard de Benjamin Netanyahou. Et ça pose de profondes questions, même d'ordre déontologique pour notre travail. Est-ce qu'on doit systématiquement, s'agissant d'une situation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, devoir craindre des pressions, des instrumentalisations, et ça pose effectivement la question de comment on le traite, ça pose la question aussi du soutien que les directions, que les rédactions en chef ont envers leurs journalistes. Gaza est un cas d'école, je trouve, pour plein de sujets s'agissant de notre pratique journalistique au quotidien. Ça pose une question très personnelle également, Nassir El Moadem. Est-ce que parfois, en abordant justement ce conflit, vous vous êtes vous-même autocensuré par peur d'être taxé d'antisémitisme, par peur également de certaines pressions de l'opinion, des personnes qui regardent vos émissions? Non, jamais.
Jamais, je me suis jamais retenue. Par ailleurs, moi, je ne parle pas de guerre, et on y reviendra évidemment sur la question de comment nommer ce qu'il se passe. Il y a une asymétrie totale. On peut évidemment parler du rôle du Hamas, mais aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas d'affrontement, il y a des bombardements qui sont opérés par l'armée israélienne sur le territoire de Gaza. Et en ça, moi, je ne parle pas de guerre. Et depuis longtemps, je parle de génocide. Et je crois qu'on est face à un génocide. Donc, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile d'aborder. Encore une fois, je le dis, il y a de nombreuses difficultés qui sont vécues par un certain nombre de confrères. Mais je veux dire, on est face à quelque chose de absolument terrifiant, en fait. Et donc, je crois que il est de notre responsabilité de faire preuve de courage aussi, quelque part. Et pour pouvoir faire preuve de courage, il faut aussi être soutenu par ses rédactions, par ses directions et par ses rédactions en chef. Pierre Aski, sur l'autocensure, comment est-ce que vous-même vous avez pu aborder cette question du conflit à Gaza d'une façon franche, sincère et libre chaque matin? Alors, moi, j'ai deux avantages, je vais dire. Le premier, c'est que j'ai une familiarité avec ce conflit. Je suis allé pour la première fois à Gaza en 1981. J'ai été correspondant à Jérusalem pour Libération au moment des accords d'Oslo, entre 93 et 95. Donc, je connais cette histoire. Je connais aussi le poids des mots, parce que on parle beaucoup des mots dans cette affaire, et c'est un conflit sur lequel si on est obligé d'être d'une rigueur exceptionnelle. Je vais être honnête, qu'on n'a pas besoin d'avoir si on parle du bouton extérieur. Vous ne pouvez pas vous fragiliser en faisant des erreurs, soit sémantiques, soit historiques, etc. Moi, j'ai cet avantage d'avoir cette familiarité. Le livre que vous avez cité tout à l'heure, c'est un livre qui replonge dans mes 40 ans de fréquentation de ces territoires. Une terre doublement promise, on le rappelle. Voilà. Mon deuxième avantage, je vais dire, je mets des guillemets, beaucoup de guillemets à avantage, c'est que je suis juif moi-même. Et que ça me donne paradoxalement une capacité de dire les choses comme je le pense, parce que je ne suis pas sensible à l'accusation d'antisémitisme. On peut m'accuser de trahison, de tout ce que vous voulez, et il y en a qui ne se gênent pas de le faire tous les jours sur les réseaux sociaux dès que je fais une chronique sur ce conflit, mais ça me donne une certaine possibilité de m'exprimer plus largement. Mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de nos confrères et consoeurs qui sont sensibles à cet argument, parce que c'est une infamie d'être traité d'antisémite, et que l'accusation, elle sort très très vite en France aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai souci. La deuxième chose, c'est que on est face à un conflit dans lequel il y a besoin d'une familiarité avec les enjeux et l'histoire. Et on a familiarité dans le sens, il faut les connaître, les mesurer, les appréhender. Moi, je suis d'une génération qui a grandi avec l'histoire israélo-palestinienne. Mais par certains de mes premiers souvenirs politiques, c'est la guerre de 67, l'occupation des territoires. J'étais jeune et ça m'a habité. J'y suis allé plein de fois. On était en France à une certaine époque. Arafat était à Paris tous les 3 jours dans les années 80. C'est Mitterrand qui l'a sorti de Beyrouth quand il était encerclé par les Israéliens, etc., etc. Après la deuxième intifada en 2000, il y a eu un désintérêt. On a détourné le regard, comme si la paix était devenue impossible après l'échec d'Oslo, et comme si on acceptait le discours qui était de dire le conflit palestinien, finalement, même les Arabes eux-mêmes, regardez, ils renouent avec Israël, etc. Et de fait, il y a 20 ans, pendant lesquels on ne parle quasiment plus de ce conflit, et vous avez une perte de substance chez les politiques et chez les journalistes par rapport aux enjeux et à la réalité de ce conflit. Nassir El Mouadem, en quelques mots. Elle est importante, cette dimension personnelle qu'évoque Pierre Aski, parce que c'est vrai que notre travail nous empêcherait normalement de le faire, mais on ne peut pas ne pas dire qu'on parle à partir de quelque part, à partir d'une éducation, d'une culture, etc. Il a absolument raison, Pierre Aski, de le rappeler. Et par ailleurs, on ne peut pas dissocier non plus ce contexte
contexte international au contexte français, parce que vous le voyez bien que l'accusation d'antisémitisme, elle se double et elle s'ajoute aux accusations d'islamisme, d'entrisme, de frérisme. Enfin, vous voyez à quoi je fais référence. Et donc tout ça s'ajoute, ces couches-là s'ajoutent les unes sur les autres pour des journalistes, par exemple, comme moi, d'origine maghrébine, par ailleurs peut-être aussi de confession musulmane. Tout ça s'ajoute et rajoute à la complexité de faire notre travail de la manière la plus sereine possible, professionnellement parlant. Et deuxième chose, je pense que là où on doit, nous, en mon avis, vraiment s'accrocher, c'est le droit international. Je crois que le droit international, c'est peut-être le langage commun de tout le monde, c'est-à-dire qu'on est capable de dire quel est le droit qui est violé ou pas. Ça, c'est pas une histoire de culture, c'est pas une histoire de d'où on vient, c'est pas une histoire de qui l'on est, c'est une histoire juste de droit, de qu'est-ce qui est violé, qu'est-ce qui est respecté ou non. Et ça, je crois qu'on devrait peut-être un peu tous se recentrer là-dessus pour placer les termes du débat. On va y revenir sur les termes du débat, mais avant tout, dans son livre « Un historien à Gaza » qui paraît cette semaine aux arènes, Jean-Pierre Filiu relate son voyage de 32 jours à Gaza, et en voici un extrait. Les médias occidentaux qui ont accepté d'être interdits de Gaza continuent pourtant de professer un improbable équilibre. Pierre Aski, est-ce que l'équilibre que les journalistes ont beaucoup mis en avant, moi-même dans cette émission, cet équilibre qu'on a mis en avant juste après le 7 octobre, dans les semaines qui ont suivi, une parole pour Israël, une parole pour la Palestine, pour les Palestiniens. Est-ce que cette question-là de l'équilibre a largement évolué? Est-ce que vous l'abordez d'une façon nouvelle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois également? Je pense que initialement, effectivement, il y a eu le 7 octobre, l'attaque du Hamas, les prises d'otages, et ensuite l'offensive israélienne, et qu'il y a eu cette notion d'équilibre parce qu'on avait affaire, on avait le sentiment à un moment qu'on avait affaire à deux phénomènes qui méritaient chacun qu'on en parle de cette manière. Je pense que très vite, et là je rejoins Nassira sur le phénomène du droit, c'est que on a très vite compris, mais ça a été beaucoup plus lent, je pense, à transparaître dans les médias, que le type de guerre que menait Israël dans la bande de Gaza transgressait un certain nombre de règles de droit international humanitaire absolument évidentes. Mais pourquoi ça a mis du temps alors à surgir justement dans le discours et la sphère médiatique? À cause du poids du 7 octobre. Je pense que le 7 octobre a paralysé beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y avait une difficulté à accuser la victime du 7 octobre, que sont les Israéliens, d'être eux-mêmes des bourreaux par la suite, sans compter l'arrière-pensée historique, évidemment, les survivants de la Shoah qui ne peuvent pas devenir eux-mêmes des bourreaux. Je pense qu'il y a tous ces éléments, il n'y a pas un élément qu'on peut cibler, il y a une conjugaison d'éléments. Mais le droit, vous savez que quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, on a beaucoup entendu deux poids deux mesures, les Occidentaux, vous voulez qu'on se mobilise pour la transgression du droit en Ukraine, mais qu'est-ce que vous faites pour les autres conflits? Et tout d'un coup arrive la question palestinienne devant, et on voit évidemment que le droit n'a pas été respecté, ni depuis 40 ans, ni dans cette guerre, et que personne ne dit rien. Et donc c'est là qu'il y a un impensé occidental sur le conflit, c'est qu'on en oublie tout ça, et que ça a mis du temps à infuser. Quand on lit le livre de Jean-Pierre Filiu, c'est très intéressant, parce que ce qu'il raconte, on le sait, c'est dans toutes les informations depuis des mois, sauf que lui, il l'a vu. Et il témoigne directement de ce qu'il a vu à Gaza, et ce qui donne évidemment un poids bien plus fort à sa parole. Et c'est ça qui manquait dans ce conflit. C'est que par rapport à l'Ukraine, par exemple, il n'y a pas de journaliste étranger sur place. Vous n'avez pas votre envoyé spécial qui va accréditer les informations que vous avez. Ça a été la force, je pense, peut-être le coup de force des Israéliens de bloquer l'entrée des journalistes
journalistes étrangers depuis maintenant bientôt 20 mois. C'est sans précédent. Je reviens, Nassir El Mouadem, sur cette notion d'équilibre mise en avant par la sphère médiatique, notamment dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre. Comment est-ce que vous l'abordez, cette question ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que peut-être elle a été maintenue, mise en lumière trop longtemps dans les discours médiatiques, cette notion ? Non, je pense que Pierre Aski a raison de rappeler le poids des victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Je pense que ça a beaucoup joué effectivement dans ce déséquilibre. Mais ce qui a joué aussi, je crois, c'est la force du système de propagande israélienne. Rappelons-le, nous avions presque parfois tous les jours à la télévision, sur les chaînes d'infos, le porte-parole de l'armée israélienne qui faisait un point, comme au temps du Covid en France, quand on avait un porte-parole du ministère de la Santé pour nous faire un point très précis sur le nombre de victimes de son côté, du côté israélien, pour évidemment faire avancer des éléments de langage dans le discours médiatique et politique. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de cette présence ultra importante pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je rappelle aussi que l'ambassadeur d'Israël en France est aussi régulièrement invité sur les plateaux, dans les studios radio. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas l'inviter, ou en tout cas je pose la question. L'État d'Israël est un État dont le gouvernement et le chef de gouvernement surtout, Benyamin Netanyahou, est sous mandat d'arrêt international. Ça pose une vraie question pour nous les journalistes. Est-ce qu'on doit continuer à donner la parole aux représentants d'un État dont le chef du gouvernement est sous mandat d'arrêt international, dans la mesure en plus où les représentants, ou la représentante en l'occurrence, c'est une femme de l'autorité palestinienne en France, est quasiment jamais interviewée. Alors si on veut aller dans le sens de l'équilibre, dans ce cas-là, il faudrait peut-être pouvoir justement équilibrer dans les deux présences, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même présence médiatique des représentants de l'État d'Israël en France que les représentants et leurs représentants de l'État de Palestine. Et donc, ça pose une vraie question de ce déséquilibre. Je crois qu'il y a une asymétrie. Cette asymétrie, elle a commencé effectivement dès le 7 octobre et je crois qu'elle se poursuit. Et donc, elle se mesure aussi avec ces deux facteurs-là. Oui. Mais je reviens justement sur ce mot-là, l'équilibre. Est-ce que c'est encore une notion qui a un sens, qui a du sens pour raconter ce conflit? Est-ce qu'il faut encore justement chercher cet équilibre, ou il faut chercher une autre grille de lecture pour faire aussi entendre des voix israéliennes qui seraient en désaccord ou non avec cette guerre, Pierre Aski? Je pense que ce qui se passe aujourd'hui va au-delà de cette notion d'équilibre. On a changé d'époque, en fait. La reprise des bombardements au mois de mars, le blocus d'abord alimentaire, humanitaire, à partir du 2 mars, puis la reprise des bombardements, et la parole du gouvernement israélien sur leurs intentions, sur le plan de Trump, sur l'évacuation de tous les Palestiniens pour en faire une côte d'Azur, etc. Tout ça a fait qu'on a basculé dans une autre époque en termes, y compris de couverture, mais aussi parce qu'il y a un réveil de la société israélienne. On le voit aujourd'hui. Par exemple, Yair Golan, qui est le chef de la gauche israélienne, a eu des paroles qui sont d'une violence assez rare contre son propre gouvernement. Vous avez même des anciens premiers ministres comme Ehud Barak ou Ehud Olmert qui sont extrêmement forts. Et donc, vous avez une couverture aujourd'hui qui est différente, qui est incontestablement différente, mais qui aussi accompagne, il faut bien le dire, le changement de ton du gouvernement lui-même. C'est-à-dire que la parole se sent peut-être autorisée à être un peu plus critique. Oui, sauf que déjà, juste après les attaques du Hamas et les semaines qui ont suivi, déjà à l'époque, il y avait des voix qui disaient leur crainte de voir l'État israélien mener des opérations génocidaires, mener des opérations brutales sur le territoire de Gaza. C'est-à-dire que ces personnes-là qui étaient très peu mises en avant, du coup, n'ont pas pu prendre la parole médiatiquement, et peut-être que si elles avaient pu le faire de manière plus intense, peut-être que du coup, on aurait pu gagner un petit peu de temps. Et moi, je crois que, honnêtement, moi, je n'ai pas de problème à dire que la notion d'équilibre, aujourd'hui, elle ne peut plus exister. C'est terminé. Je veux dire... on est tous, peut-être ici autour de la table, abonnés à des comptes réseaux sociaux de journalistes palestiniens, quand ils sont encore vivants, malheureusement, et qui nous envoient des images de ce qui s'y passe. Je veux dire, peut-on être neutre
et équilibré lorsque on voit chaque jour des corps déchiquetés sur nos téléphones. Enfin, ça me semble tout à fait irréel et impossible. Venons-en aux mots, justement, à la façon de nommer les choses. Un collectif de 300 écrivains vient de faire paraître une tribune dans le journal Libération. Nous ne pouvons plus nous contenter du mot horreur. Il faut aujourd'hui nommer le génocide à Gaza. Pierre Aski, quelle est votre ligne sur ce sujet compliqué ? Oui, c'est un sujet très compliqué. Moi, j'utilise pas le mot génocide, pour être très franc. Pourquoi ? Parce que j'en reste à la décision de la Cour internationale de justice qui parlait du risque de génocide, et j'estime que je ne suis pas dans mon rôle les mots ont une portée émotionnelle que je me refuse à utiliser. Moi, j'essaye au maximum de ne pas mettre d'émotion dans mes chroniques. Je pense que on a j'entends ce que dit Nassira sur les corps déchiquetés qu'on a sur nos téléphones. On a des émotions, c'est pas évidemment. l'émotion, Pierre, c'est des faits. Non, mais c'est des faits, évidemment. Mais les faits, il y a deux manières de les décrire. On peut les décrire avec des émotions, on peut les décrire mais quand de je dis manière des corps clinique. Déchiquetés, c'est des faits. Tout à fait. Mais j'ai aucun problème avec ça. Simplement, je pense que il y a justement une graduation qui a été faite par la justice internationale elle-même, qui jusqu'à présent en est restée à cette notion de risque de génocide. J'ai aucun problème à utiliser celle-là, à utiliser celle de crime de guerre ou crime contre l'humanité sur des choses qui sont totalement avérées. Un blocus humanitaire comme celui qui est en vigueur depuis le 2 mars, c'est dans les conventions de Genève décrit comme un crime de guerre. Donc c'est pas compliqué et c'est pas difficile de le dire. Je pense qu'on est dans un sujet sur lequel il y a une instrumentalisation énorme de tous les côtés. Il y a une utilisation de l'émotion et donc moi je ne veux pas y participer. Je veux rester dans mon rôle d'analyste qui dit les choses, y compris dans leur brutalité. Je vous porte la contradiction, Pierre Aski, oui, tout en précisant que par ailleurs, moi-même, je n'arrive pas, alors il faudrait expliquer pourquoi, mais je n'arrive pas à employer ce terme-là de génocide dans une émission. Mais vous disiez, mais j'ai du mal à l'expliquer, mais moi aussi, je crois qu'il y a une... J'allais dire, je vois bien qu'il faudrait l'employer, je sais que ça permet de décrire le réel, mais j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas aux journalistes de prononcer le mot le premier. Je n'empêcherai en revanche aucun invité de le faire jamais, Nasser El Moadem, sur ce sujet. Oui, non, mais j'entends ce que dit Pierre. Moi, je n'ai pas l'impression d'être enfermée dans quelconque émotion. Je pense qu'on fait tous ce travail d'écouter des analystes, des observateurs et des gens aussi qui reviennent du terrain, notamment les humanitaires, notamment aussi des personnes qui sont formées dans le droit international humanitaire, dans le droit international de la guerre, et qui clairement, eux, disent qu'il y a génocide. Et qui par ailleurs, en plus... craignaient qu'il y ait génocide avant même qu'eux-mêmes utilisent aujourd'hui ce mot-là de manière très claire. Je n'ai pas l'impression d'être enfermée dans les émotions, j'ai même plutôt l'impression de faire mon travail de journaliste quand je l'utilise, et de sortir aussi des éléments de langage. Quand j'entends le gouvernement israélien parler de plan de conquête s'agissant de Gaza, alors même que ce plan de conquête est en réalité juste l'intention de récupérer le territoire et de le bombarder de manière très massive. Je rappelle quand même, on a 60 000 personnes qui sont mortes depuis le début de l'offensive israélienne, qu'une revue scientifique très sérieuse comme The Lancet estime qu'elle est largement sous-estimée. On a quand même tout un tas de critères factuels pour nous permettre, à nous, journalistes, à la fois de sortir des éléments de langage et de la propagande du gouvernement israélien et de dire les faits. Je vous renvoie donc la balle, Pierre Aski, c'était la critique que je voulais apporter tout à l'heure. Vous qui disiez vous fonder sur le droit international, les juristes internationaux disent bien que ce terme aujourd'hui, ce terme de génocide est légitime. Je ne suis pas sûr que les juristes... en tout cas, l'Organisation des Nations Unies et bon nombre de juristes internationaux. L'Organisation des Nations Unies n'a pas statué sur ce terme, ni la justice internationale,
qui n'a pas eu d'occasion de statuer depuis cette déclaration sur le risque de génocide. Moi, j'ai lu le livre de Philippe Sands qui raconte comment, au moment du procès de Nuremberg, ces deux notions de génocide et de crime contre l'humanité ont été introduites dans le droit international, et la complexité, y compris dans un procès comme celui de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la difficulté d'attribuer le bon qualificatif sur les crimes commis. Et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être traité avec un sérieux que le flux quotidien de l'information ne permet pas nécessairement, avec un petit élément supplémentaire, c'est que il y a aussi la réception de notre public. Et génocide, c'est le Cambodge, c'est le Rwanda, c'est la Shoah, c'est l'extermination de tout un peuple. Or, la loi dit que le génocide, le droit dit que le génocide, c'est aussi de peser sur la natalité, c'est l'effacement culturel, etc. Mais je pense que... Voilà, moi je pense qu'il y a une émotionnalité autour, je ne sais pas si le mot existe, une émotion autour de ce mot que j'hésite à employer. Mais je partage ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai peut-être du mal à expliquer pourquoi je ne l'emploie pas. C'est intéressant ce que vient de dire Pieraski sur la réception des mots par le public, nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Mais c'est justement parce qu'il y a une réception particulière qu'on est dans notre devoir d'expliquer pour quelles raisons, particulièrement là pour le coup mon cas, on peut parler de génocide. Il n'y a pas de génocide uniquement si on tue l'ensemble d'un peuple, tout ou partie d'un peuple, de sa culture, etc., etc. Et si on prend ces critères-là, qui sont les critères du droit international, on est effectivement face à un génocide. Et on peut l'expliquer de manière très factuelle. Et dernière chose, quand Pieraski parle des procès de Nuremberg et de la mémoire de la Shoah, c'est parce que justement nous avons aussi ce référentiel-là, cette histoire-là, ces repères historiques que l'on peut justement dire ce qu'il en est aujourd'hui. Ça ne doit pas être un référentiel d'opposition, mais plutôt un référentiel pédagogique pour expliquer en quoi, effectivement, aujourd'hui, l'armée israélienne intente un génocide à Gaza. La Palestine est le pays le plus dangereux pour les journalistes, enregistrant un bilan de morts plus élevé que tout autre pays depuis 5 ans, assure Reporters sans frontières dans son rapport annuel, dont le décompte a été arrêté le 1er décembre dernier. Au total, je les cite à nouveau, plus de 145 journalistes ont été tués par l'armée israélienne depuis octobre 2023 à Gaza, dont au moins 35 dans l'exercice de leurs fonctions, selon l'ONG, qui déplore, je cite, une hécatombe sans précédent. Pieraski, comment par ailleurs couvrir un conflit, comment raconter ce qui se passe à Gaza lorsque les journalistes du monde entier ne peuvent y entrer et lorsque les journalistes palestiniens sur place y succombent ? Il y a encore, heureusement, des voix palestiniennes qui parviennent à s'exprimer, à se faire entendre à l'extérieur. Et ce sont nos oreilles et nos yeux sur le terrain. C'est eux qui nous communiquent ces vidéos, ces images que nous voyons et qui, depuis presque 20 mois, sont le seul cordon ombilical avec quelques témoignages d'humanitaires qui arrivent à entrer et sortir. Donc c'est extrêmement important ce témoignage-là qui est recoupé par des journalistes qui font un travail professionnel de recoupement. Mais vous savez que je parlais tout à l'heure de l'expérience qu'on peut avoir de ce terrain. Moi, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais correspondant avec ce qu'on appelle des fixeurs. Vous savez, c'est des journalistes locaux qui vous aident à vous démener dans une situation particulière. Et je les connais, ces journalistes palestiniens. Alors, c'était une autre époque, mais le phénomène est le même. Et je sais aussi quel sérieux ils ont. Parce qu'on a essayé au début de les discréditer, de les délégitimer, de dire, mais ils sont
sont tous au Hamas, donc ils mentent. Je pense qu'il y a parmi ces journalistes palestiniens des gens qui font leur travail comme Nassira ou comme moi ou comme vous, qui ont les mêmes critères, la même rigueur et la même volonté de faire que le monde sache ce qui se passe là-bas. Donc voilà, heureusement, on a encore des gens qui sont capables de témoigner sur place. Mais ce que cela veut dire aussi, Nassir El Moadem, c'est que l'on est en partie dépendant de la communication du gouvernement israélien, de l'État israélien, pour comprendre, décrypter, déceler ce qui se passe dans la bande de Gaza aujourd'hui. Je ne sais pas si on est dépendant. En partie. On peut choisir de l'être, on peut choisir de ne pas l'être. Moi, je rejoins évidemment ce qu'a dit Pierre Aski s'agissant des journalistes palestiniens. Malheureusement, le discrédit qui a été posé sur eux dès le début, notamment des attaques du Hamas, continue. Moi, j'ai entendu encore récemment sur une antenne d'une chaîne d'info un présentateur demander à un journaliste palestinien, donc sur place, gazaoui, lui demander s'il condamnait le Hamas. Enfin, c'est proprement hallucinant de demander ça à un journaliste gazaoui, qui plus est sur place sous les bombes, alors même que le chiffre aujourd'hui, il a beaucoup évolué, ce chiffre des journalistes morts sur place. On est à plus de 200. Aujourd'hui. Donc non, on choisit d'être dépendant, on peut choisir aussi de s'en départir de cette comment dire, dépendance envers les sources uniquement gouvernementale israélienne, ce qui dit aussi que c'est pas évident non plus. Je veux dire, il n'y a pas de journalistes sur place. Il y a aussi quand même cette nécessité aussi de vérifier le travail que peut être fait par des tierces personnes. Ça, je peux le comprendre dans des rédactions. Mais oui, ça pose en tout cas la question, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on fait quand un État empêche les journalistes de faire leur travail. Est-ce que l'on doit, par exemple, tendre le micro, continuer à tendre le micro aux représentants de l'État israélien en question? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, dire collectivement, nous, professions journalistiques, des professions des journalistes, médias, dire jusqu'à ce que vous ouvriez les frontières de Gaza, nous arrêtons de vous tendre le micro. Ça peut être un acte fort. On a eu plein d'actes forts dans l'histoire de notre profession. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas le faire? Je sais que RSF pousse beaucoup pour que ce sujet de la couverture sur place puisse se faire. Je pense qu'il y a nécessité d'un acte fort. Je pense vraiment qu'il faut que la profession s'engage et dise « Stop, ça suffit, nous avons besoin d'aller sur place ». Et peut-être qu'effectivement, il faudrait arrêter de tendre le micro aux autorités israéliennes pour qu'elles le comprennent. Je voudrais vous faire entendre, pour terminer, car des études, et notamment une étude qui a été menée par Tech for Palestine et le journal L'Humanité, ont montré comment les descriptions dans les journaux, dans les médias, anonymisaient beaucoup des vies de Palestiniens. Je voudrais vous faire entendre ce drame, une pédiatre nommée Al-Najjar, qui a perdu 9 de ses 10 enfants ce week-end. Dans ces décombres encore fumants, les secours sortent, un à un, des corps d'enfants carbonisés. 9 frères et sœurs tués. Le plus jeune n'avait pas un an. C'était des enfants. Ils avaient 6 mois, 10 ans, le plus âgé 12 ans. My uncle's wife, Dr. Ala Amin al-Najjar. La femme de mon oncle, la docteure Ala Amir al-Najjar, est pédiatre. Elle soigne les enfants. Et en un instant, ses filles et ses fils sont morts entre ses mains. L'un des agents de la défense civile me tendait l'un des corps. Et ma belle-sœur était à côté de moi. En reconnaissant le corps, elle m'a dit « C'est Rival, donne-la-moi ». Vous voyez, c'est son instinct de mère. Comme si sa fille était encore en vie, elle a demandé à la prendre dans ses bras. Et puis, elle est pédiatre, c'est un réflexe. Elle voulait prendre sa fille dans ses bras, oubliant que sa fille avait été brûlée sous ses yeux. Nommer les choses, Pierre Aski, c'est aussi nommer ses vies, raconter ses vies?
Oui, de la même manière qu'on a raconté la vie des otages israéliens qui étaient aux mains du Hamas et qu'on a vu leur visage et leur nom, de la même manière, il faut aussi connaître le nom et la vie des morts palestiniens et des drames que vivent ces familles. Je pense que c'est absolument indispensable et heureusement que dans cette affaire, voilà, le nom de ce médecin, de cette femme pédiatre a été diffusé et a été donné et lui a donné cette humanité dans la tragédie qu'elle vit. Nassira El Moadem. Oui, je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire Piraski. Rajouter juste que des voix palestiniennes existent en France et que, effectivement, on doit peut-être faire cet effort encore plus sur nos plateaux. Et je le dis aussi pour moi-même, pour notre émission, d'inviter des voix palestiniennes qui peuvent, du coup, elles, avec leur relais sur place, faire ce travail de donner à voir et à entendre ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Pour vous-même et pour nous-mêmes également. Merci à tous les deux, Nassira El Moadem et Pierre Aski.